La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis responsable de la destruction d'un univers. Que faut-il pour détruire un univers? Un cataclysme? Une apocalypse? Est-ce que ce genre d'événement détruit un univers? Non. Nous supposons que l'effondrement de tout ce que nous connaissons est dû aux effets d'une catastrophe prédestinée et annoncée, qui dépouille la vie quotidienne de toutes ses règles, de toutes ses lois et de tous ses fondements. Mais c'est là notre erreur. Vous voyez, ces événements ne sont que les effets d'un univers en chute libre. Nous confondons les effets avec la cause, et passons toute notre vie à chercher des signes de l'apocalypse, afin de pouvoir empêcher ce qui s'est déjà produit. Croyez-moi, une fois que vous voyez les signes, il est déjà trop tard. Nous pouvons imaginer à quoi pourrait ressembler un univers détruit, mais la cause nous dépasse complètement. Elle est terrifiante par son caractère totalement étranger, car pour que l'univers soit détruit, il doit y avoir une faille fatale dans les processus dont nous dépendons. Ou, ce qui est peut-être encore plus effrayant selon votre inclination religieuse, il y a quelque chose de bien plus grand que n'importe lequel d'entre nous qui attend de couper la lumière. Alors, je vous le demande, que faut-il pour détruire un univers? J'ai travaillé pour Del Santo Labs pendant 15 ans. J'avais bon espoir d'atteindre, grâce à mes modestes projets, des sommets jusqu'alors inconnus de l'intelligence et du progrès humain, en m'attaquant aux grandes inconnues. Tout cela n'était qu'un rêve chimérique, jusqu'à ce que le docteur Swanson me demande d'être son assistant de laboratoire pour son dernier projet. Dans un murmure complice, elle m'a parlé de leurs objectifs. Modéliser les processus macrocosmiques de l'organisation de l'univers. Retracer l'évolution des lois qui maintenaient notre planète en rotation, quoi. Elle m'a fait visiter le laboratoire où s'alignaient des rangées d'équipements rutilants et coûteux destinés à offrir un refuge sûr à un univers qui leur était propre. J'étais conquis, grisé par le potentiel de nouvelles connaissances et de découvertes. Malgré mon enthousiasme, je me suis résigné à mon rôle de simple rouage de la machine, sans être mis au courant des secrets qui sous-tendent la création d'un univers autosuffisant. Pourtant, je me gavais des miettes scientifiques qui tombaient de leur table, tandis que je prenais consciemment des notes et surveillais la myriade d'écrans à la recherche de tout changement important. J'étais un scribe glorifié, un programme informatique doué de conscience, qui enregistrait des données par cœur jour après jour. Mais nous avons besoin de l'élément humain, a déclaré le docteur Swanson. La passion transparaissait dans ses mots. Nous enfreignons les lois de l'informatique, je ne peux donc pas faire confiance à un ordinateur pour le voir. L'objectif était colossal. Nous cherchions à créer un environnement capable d'évoluer, d'exister et de s'équilibrer tout comme notre propre univers. Bien sûr, ce fut un véritable défi. Comment créer une page blanche et y construire un univers fonctionnel régi par les lois de la physique et de la nature? C'était le premier obstacle, et celui que personne ne pensait que nous parviendrons réellement à surmonter. Je veux dire, nous tentions de briser toutes les lois de la nature connues ou imaginées, et même certaines dont nous ne savions pas encore que nous les enfreignions. C'est un miracle, même si j'ai le sentiment que ce n'est pas du tout le mot qui convient pour décrire ça. Mais nous y sommes parvenus. Ils y sont parvenus. Et j'ai observé avec un émerveillement enfantin le pouvoir de la création.
Je les ai regardés vérifier encore et encore leur première avancée majeure. Ils avaient créé un vide magnifique, maintenu en suspension grâce au fonctionnement parfaitement calibré d'une douzaine de machines différentes. C'était en fin de compte artificiel, mais aussi la chose la plus réelle qui ait jamais existé. Il n'y avait rien à percevoir de travers, ni à mal comprendre. Cela existait comme un pur néant. Je me suis retrouvé perdu dans ce néant, plus souvent que je ne voudrais l'admettre, et je suis certain que cela m'a presque coûté mon emploi. Certains jours, j'aurais souhaité que ce soit le cas. J'aurais pu conserver mon émerveillement et mon innocence, maudissant cette occasion manquée qui était devenue un tel fardeau. Cette découverte à elle seule aurait dû suffire à lui assurer la gloire, la notoriété et des décennies de prix Nobel. Mais le docteur Swanson gardait le secret le plus total sur tout ce qui sortait de son laboratoire. Elle ne laisserait pas échapper un mot de cette avancée tant qu'elle n'aurait pas obtenu ce qu'elle voulait. Un modèle vivant de l'univers qu'elle pourrait manipuler à sa guise et, à terme, déconstruire pour atteindre l'omniscience. Si quelqu'un d'autre venait à le découvrir, murmurait-elle avec une lueur paranoïaque dans les yeux, il pourrait tenter de saboter ses travaux. Ce premier succès tenait davantage de la chance que de la persévérance. Et elle ne laisserait personne se mêler de son travail. Je pense qu'elle craignait également que d'autres ne découvrent plus rapidement qu'elle si jamais elle révélait comment créer un espace aussi impossible. J'avais juré de garder le secret et de faire preuve de diligence. J'ai tenu ma promesse jusqu'à aujourd'hui. Le néant, bien qu'impressionnant, n'était pas son but ultime. Elle avait besoin de voir comment cette page blanche de principes universels finirait par s'organiser d'elle-même, ce qui signifiait qu'il fallait bien qu'il y ait quelque chose à organiser. Les frontières et les limites du vide étant fidèlement maintenues, elle a fourni la matière. Vous seriez étonné de voir à quelle vitesse l'existence prend naissance. D'une certaine manière, je savais déjà à ce moment-là que le temps dans cet espace n'était pas comme le nôtre. Mais la rapidité avec laquelle l'ordre a triomphé du chaos restait tout de même stupéfiante. Les quelques atomes que nous avions projetés dans le vide y flottaient, d'abord désorientés et perdus. Il n'existait aucun ensemble de principes immuables pour organiser leur structure ou leur donner un but. Pourtant, l'existence a sa propre façon de se battre, et au cours d'une semaine, la matière a commencé à s'assembler. Elle a commencé à se structurer selon des règles inconnues de la science jusqu'à ce qu'elle surgisse sous nos yeux attentifs. Cette parcelle de matière s'est agglomérée, attirée par un étrange magnétisme qui ressemblait à notre gravité, tout en contredisant les principes fondamentaux auxquels nous avions appris à nous fier aveuglément. Les atomes se sont agrippés les uns aux autres comme des survivants échoués sur un sol étranger. Le 16e jour, ça a explosé. Les minuscules particules de matière que nous avions introduites s'étaient comprimées, s'écrasant les unes contre les autres, luttant pour établir une hiérarchie de règles et d'existence. Finalement, cela a éclaté en un éclat aveuglant sur nos équipements de surveillance. J'ai vu cela se produire en me protégeant les yeux de l'éclat. Quoi qu'il arrive par la suite, je peux dire que j'ai été l'un des rares humains vivants à avoir vu un univers naître. C'est une beauté pour laquelle il vaut la peine de se battre. Le Little Bang, comme nous l'avons appelé, a marqué un nouveau départ. Soudain, l'univers que nous avions créé avait une forme et un but. J'ai tapé des pages et des pages de notes, en observant le moindre changement ou la moindre fluctuation. Le silence du vide a fait place à une effervescence d'activité, dont la majeure partie dépassait ma capacité de compréhension limitée. Nous avions orienté vers lui tous les capteurs inimaginables, mesurant la température, l'électricité, les ions, le poids, la taille, la gravité, les radiations et une douzaine d'autres paramètres. J'ai étudié les enregistrements, mais mon travail ne consistait pas à les interpréter, mais simplement à consigner consciencieusement ce que je voyais. J'avais également la tâche fastidieuse de calibrer l'équipement chaque nuit.
une activité qui s'accaparait le peu d'heures de temps libre qu'il me restait. Alors que d'autres s'affairaient à manipuler ces données, à les décrypter et à en percer les secrets, je n'étais qu'un simple scribe et technicien. Ils étaient les gardiens des secrets profonds de l'univers, marchant d'un pas pressé. Un large sourire fixé sur leur visage, même si leurs yeux étaient lourds de fatigue. Ils ont surfé sur la vague de l'exploration pendant plus longtemps que je ne l'aurais cru possible. Et il semblait que les richesses étaient infinies. Pourtant, c'est moi qui ai le malheur d'en porter le fardeau. Le 97e jour fut une nouvelle journée relativement calme. Cela faisait environ 9 semaines que tout s'était stabilisé en orbite. Nous avions espéré voir des galaxies à perte de vue, mais la matière que nous avions fournie n'avait généré que quelques amas de poussière en rotation et des points de lumière irréels. Le rendement énergétique était impressionnant, mais gérable. J'ai laissé la caméra braquée sur les minuscules plantules pendant que je procédais à mes calibrages nocturnes. Il y avait quelque chose d'apaisant à regarder un petit groupe de planètes orbiter autour de leur soleil. Quelque chose de tout-puissant et d'existentiel. Quand je contemplais les étoiles auparavant, depuis une plage ou le sommet d'une montagne, je m'étais toujours senti si petit et insignifiant. Avec les étoiles de mon univers, je me sentais invincible. En interrompant ma tâche, un changement étrange a attiré mon attention. L'un des points lumineux de la taille d'une pièce de monnaie avait changé. Il était là, tournant lentement, tandis que j'essayais de comprendre ce qui avait changé. Des nuages tourbillonnaient au-dessus du point lumineux, comme une bille laiteuse, masquant sa surface de temps à autre. Puis, il y eut un soudain éclat de lumière sous les nuages. Alors que je regardais, une traînée légèrement lumineuse ondula à travers la planète, illuminant ce minuscule secteur de l'espace. Je me suis précipité vers la console et j'ai zoomé autant que possible. Puis j'ai immédiatement appelé le Dr Swanson. Elle ne m'a pas cru, bien sûr, mais à son honneur, elle s'est précipitée dans le laboratoire et a regardé l'écran. C'était bien là, devant nous, un réseau de lumière recouvrant la face cachée de la planète. Sous nos yeux, le soleil s'est levé et les lumières se sont éteintes. Mais nous savions ce que nous avions vu. Elle m'a demandé d'enquêter plus avant et j'ai donc consciencieusement connecté l'une des caméras, poussant son zoom à la limite de ses capacités techniques. Plus nous nous approchions, plus la structure devenait claire, plus les arches et les formes solides des bâtiments se décidaient, et surtout, plus notre création ultime devenait terrifiante. Je tournai mon visage émerveillé vers elle pour l'observer, espérant la voir s'animer de la même joie émerveillée que je sentais monter en moi. Cependant, son visage était pâle, exsangue et tiré. Elle fixait l'écran d'un regard tremblant, et sa voix n'était guère plus qu'un murmure. « Éteins ça !» m'a-t-elle ordonné. « Quoi, mais on ne peut pas faire ça !»« Nous n'avons pas pu faire ça !» murmura-t-elle. Ces mots étaient hantés, prononcés davantage pour elle-même que pour quiconque. Je vis une véritable terreur envahir son regard, alors qu'elle mesurait les implications de la création d'un groupe entier d'êtres humains conçus en laboratoire. Les organismes n'avaient jamais été l'objectif. Ils avaient représenté un risque, celui de créer potentiellement quelque chose capable de détruire tout ce que nous connaissions. J'avais assisté aux réunions rigoureuses sur les procédures de décontamination à suivre au cas où des agents infectieux apparaîtraient. Mais il ne s'agissait pas de bactéries unicellulaires ni d'agents viraux isolés. Non. Notre expérience de jouer à Dieu avait abouti à des résultats impossibles. Malgré toute notre surveillance, nous n'avions jamais réalisé que la naissance de ces êtres ne laisserait aucune trace perceptible dans l'univers. Nous l'avions manqué. « Arrêtez tout !» ordonna-t-elle à nouveau, détournant enfin les yeux de l'écran. Son regard était sombre et déterminé. « Non, je ne ferai pas ça !» ai-je dit avec plus d'assurance que je n'en avais réellement. J'étais là pour tenir bon.
Malheureusement, tout mon courage s'est avéré inutile face à sa terreur absolue. J'ai repassé cette scène encore et encore dans ma tête. J'aurais dû attraper un objet parmi le matériel, quelque chose de lourd et de solide, et lui lancer à la tête. J'aurais pu l'assommer, l'attacher. Au final, j'aurais dû la tuer, je pense. J'aurais dû barricader les portes et livrer mon dernier combat, offrant à ses habitants quelques jours supplémentaires pour leur monde. Finalement, les autres auraient forcé le passage et mis fin à tout ça. C'était le protocole, après tout. Découverte d'agents biologiques, décontamination violente. Mais ces heures ou ces jours dans mon univers auraient peut-être pu leur faire gagner une génération, pour autant que je sache. J'aurais peut-être même pu bricoler un haut-parleur, parler dans le grand vide de l'espoir qu'ils m'entendent. Je doute qu'ils auraient compris notre langage. Mais au moins j'aurais pu les avertir. Que dit-on à une planète condamnée ? Serrez vos enfants dans vos bras, dites à votre famille que vous l'aimez. Faites cette chose que vous repoussez sans cesse. Profitez de la vie tant que vous en avez la possibilité. Je pense que c'est ce que j'aurais dit. Je pense que c'est ce qu'on dit à un monde condamné. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Au lieu de cela, le Dr Swanson a elle-même coupé le courant, et j'ai vu les lois de l'univers s'effondrer sous l'œil de notre caméra. Les champs qui avaient soigneusement bercé notre univers en éprouvette ont disparu, et ses propres lois l'ont mis en lambeaux. Il est tombé en proie à un monde de lois et de règles scientifiques qui n'étaient pas les siennes. L'écran de l'ordinateur m'a montré comment la minuscule planète s'est désagrégée en son centre, projetant des traînées de magma incandescents à la surface. Les étoiles sont tombées du ciel, les lumières se sont éteintes. Tout ce qui avait autrefois maintenu ces minuscules êtres et leur minuscule vie solidement ancrée sur leur planète a cédé. Et j'ai essayé de ne pas remarquer les minuscules particules flottant dans cet univers chancelant. Le soleil, au cœur de notre système, a finalement succombé, et une chaleur blanche et brûlante a purifié tout ce qui aurait pu subsister. J'ai regardé les relevés de température monter en flèche, puis revenir aux 23 degrés soigneusement maintenus de notre laboratoire. Un tas de cendres et de boue recouvrait le sol, seul vestige de ce que nous avions créé dans notre folie. Ce jour-là, j'ai quitté Del Santo Labs, le vide résonnant encore en moi, et j'ai entamé un long processus qui allait durer des années pour me débarrasser de cette culpabilité insupportable. J'ai consulté des thérapeutes qui me prenaient pour un délirant. J'ai fait des expériences avec l'alcool et la drogue qui engourdissaient mes sens, mais laissaient à leur place une douleur lancinante. Tous les médicaments, eux, étaient pour la plupart inutiles. Nous avons détruit le néant, mais j'avais l'impression de le porter au plus profond de ma poitrine, un vide qu'aucune loi de notre monde ne pourrait espérer combler. J'aimerais pouvoir dire que j'ai trouvé le remède, que j'ai réussi d'une manière ou d'une autre à sauver une parcelle de ce monde, mais je ne le peux pas. Au lieu de ça, je porte leur fardeau au quotidien, et j'espère que cela compte pour quelque chose, qu'il s'agit d'un mémorial dédié à une race oubliée, détruite par la peur. Certaines nuits, j'ai l'impression d'entendre leurs cris. Alors, voyez-vous maintenant ce qu'il faut pour détruire un univers ? Je ne peux qu'espérer que celui qui nous observe là-bas ne soit pas aussi lâche et craintif. Espérons qu'il soit aussi émerveillé que je l'étais, débordant de joie et d'admiration pour le petit monde sur son écran. Sinon, j'ai vu comment ça se termine. Au moins, ça sera rapide.